Parce que vous verrez qu'il faudra beaucoup d'énergie pour le faire et je suis pas sûr que la semaine prochaine, en mode learn and learn, parce qu'il n'y aura pas le lunch, puisque c'est le Tanit, c'est le jeûne, alors j'aurai un peu moins d'énergie à mon avis. Donc, je me suis réservé cette possibilité maintenant que j'ai la pêche, de vous faire ce thème. Ce thème est entièrement inspiré donc, de la Megillah de Purim, par le crible de la lecture de Rav Forman, qui est un Rav contemporain américain, qu'on a découvert ici en France il y a 9 ans. Donc je l'ai découvert de façon concomitante avec un ami qui s'appelle Nati Riachi, sauf que lui est beaucoup plus fada que moi, dans le sens où il est beaucoup plus investi que moi, et donc il en a fait une véritable... il est devenu complètement addict à Rav Forman. Moi je l'adore aussi, mais je suis un peu moins investi, donc lui il est tellement addict que vous pouvez regarder, et je vous conseille de vraiment regarder son blog, ravdavidforman.fr, et qui est juste fantastique. Alors, juste pour vous donner au niveau pédagogique, vous le verrez, il a développé donc une étude des textes bibliques tellement méthodique et en même temps tellement excitante qu'il a mis en place une nouvelle méthodologie d'approche du texte de la Bible qui est présente dans une centaine de bahuts aux États-Unis. Il y a quelques bahuts en France qui l'ont essayé, notamment dans le 19e, qui fait en fait alors de témoignages de grands spécialistes de l'enseignement. Donc j'ai un ami qui est directeur de l'école Akiba à Strasbourg qui m'a dit qu'il est très connu il a des cours très passionnants, c'est une personne qui est très charismatique, très théâtrale, donc il m'a dit moi j'ai toujours eu une très bonne audience des élèves. Ils kiffaient mes cours, mais une semaine après je leur demande qu'est-ce que j'ai dit. C'était super, c'était génial, on a kiffé, mais il dit la différence avec Rav Forman, quand j'enseigne du Rav Forman, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans après, les personnes se rappellent qu'ils ont kiffé, mais ils se rappellent exactement ce qui a été dit. Voilà un petit peu le point névralgique. Voilà, alors c'est marrant parce que ici j'ai rarement parlé de Rav Forman, et c'est l'occasion de faire le tikkun, la réparation. Alors très simple, on va donc étudier donc, le texte de la Megillah, c'est le texte qui nous a été livré pour la postérité, donc pour appréhender cette fête, et dans cette dimension la plus historique, mais surtout aussi la plus moderne, la plus proche de notre siècle, de notre vie. Et donc on va commencer pour appréhender ce texte, analyser ce texte par des questions d'ordre général et des questions qui sont liées aux personnages principaux. On a 4 personnages principaux que sont, donc je vous rappelle, alors juste au niveau du contexte, pour se rappeler un petit peu de l'histoire, ça fait un an qu'on n'a pas côtoyé Purim. Alors l'histoire se passe en moins 518 avant Jésus. On avait eu, donc on était déjà post-destruction du premier temple, en moins 586 avant Jésus, par Nabuchodonosor. Les Juifs donc sont partis dans le royaume de Babylonie, plus de temple et plus de terre. On a continué à vivre donc dans le royaume de Babylonie, il y a eu des changements géopolitiques, qui font qu'en moins 518, on a un super roi qui s'appelle Cyrus, qui décide de nous donner, qui est hyper pro-sémite, pro-juif, il décide de donner l'occasion extraordinaire de pouvoir remonter en Israël, donc il nous donne les visas pour remonter en Israël, et qui plus est, nous donne l'autorisation de reconstruire le temple. Donc on est hyper content à ce moment-là, sauf que d'un coup, il y a un nouveau changement de pouvoir qui fait que Assuérus débarque au pouvoir, et son premier ministre, M. Haman, donc c'est les personnages qu'il faut se rappeler, Assuérus d'un côté, Haman de l'autre, vont mettre en place pour la première fois, Haman, le maléfique Haman, va mettre pour la première fois en place un décret d'extermination des Juifs qui stipulait les Hashmid, la Harog ou les Abed. La Hashmid veut dire exterminer, la Harog veut dire tuer, et la Abed veut dire faire périr. Et le Gaon de Vilna au XVIIIe siècle pose une question. Il dit, mais quand tu dis décret d'extermination, il fallait dire juste décret d'extermination. On va exterminer les Juifs. Quand on parle de solution finale, on t'a pas dit, on va exterminer, non. On veut tuer tous les Juifs. Judenrein, ça s'appelle Judenrein, ouais. Haman, bien avant, il marche chez moi Hitler, lui a pensé à ce Judenrein, et... mon café. Ah, super, merci. Lui pense donc à ce Judenrein, et il dit la Shmi, là où... Alors, le grain de Vilna va dire, non, en fait, il y a 3 façons d'exterminer le Juif. Il y a le tuer, il y a brûler sa culture, on fait des autodafés, et 3e niveau, une fois qu'on a tué le Juif, on prend son corps, et on l'utilise pour l'industrie. Ça, c'était le projet de Haman. Quand vous savez toute l'industrie, des cheveux, des dents, du recyclage qui a été mis en place à Auschwitz,
Alors vous voyez un petit peu qu'est-ce qui était dans la tête de Haman bien avant Hitler, Himmler et tous les... Donc là, c'est ce qui se passe au niveau du décret d'extermination d'un État qui était hégémonique. Il fallait donc toucher tous les juifs du monde, 127 pays. C'est absolument colossal. Ouais. Donc voilà un petit peu le contexte. Et on va s'en sortir de façon assez miraculeuse. Et notamment grâce à deux personnages fondamentaux. Donc on a deux personnages du côté maléfique. C'est Haman et Assuérus. Et de l'autre, on va avoir une antidote qui s'appelle Mordechai et Esther, la fameuse reine Esther. Et le vrai pourquoi j'ai appelé le titre, je vous l'avais dit, d'Esther, parce qu'en fait, notre chère Esther, on verra qu'elle va rapidement arriver à une place maîtresse au niveau géopolitique, et elle aura, on expliquera pourquoi, le devoir permanent de toujours camoufler sa judaïté. Elle ne va jamais dévoiler Assuérus, elle va devenir la femme de Assuérus, elle ne va jamais dévoiler sa judaïté, et ceci parce que Mordechai lui avait demandé de ne pas la dévoiler. Donc on va un peu travailler par rapport à ça. Alors, on commence par des questions générales sur le texte qui nous est livré de la Megillah, et ensuite on va donner des questions plus précises. Le texte donc commence, alors, premier des points, il y a 10 chapitres dans ce texte. 10 chapitres, et ce qui est assez bizarre, c'est que dès le 8e chapitre, il y a eu un renversement qui s'est passé, donc il y avait un décret d'extermination. Assuérus, alors, Mordechai apprend le décret d'extermination, il demande à Esther d'intervenir puisque c'est la reine, donc on a un atout de taille, ouais, la femme du roi c'est une juive, elle va intercéder, elle va interférer, et puis, grâce à son interférence, on va découvrir que finalement Haman est un bandit, et à partir du 8e chapitre, il va être pendu en place publique avec ses 10 fils. Donc les 10 fils d'Haman et Haman vont être pendus. Donc, a priori, à partir du 8e chapitre, on devrait clore la Megillah. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ouais, c'est normal. Et pourtant, on va se trimballer encore 2 chapitres, 8e, 9e et 10e, donc la moitié du 8e, le 9e et le 10e, donc 2 chapitres et demi, qui ont l'air totalement inutiles. Donc, on va essayer d'expliquer pourquoi. Alors, encore une fois, si les maîtres qui ont écrit les textes voulait la faire à la façon de Stendhal ou de Balzac, oui, on comprend, il faut mettre des fioritures, il faut mettre des descriptifs, ouais, c'est joli. Mais c'est pas des exercices de littérature. Le texte de la Torah est toujours un texte qui est extrêmement parcimonieux en information, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est le message. Donc on va pas se tergiverser et rester des chapitres entiers sur la piane, non, c'est pas intéressant. Donc on va essayer de comprendre quelle est la pertinence de ces 2 chapitres et demi, qui sont à la fin. Deuxième chose, vous vous rappelez, pour ceux qui ont assisté à des lectures de Megillah, il existe toujours des versets que nous lisons à voix haute. Je vous ai marqué ici. Donc, le premier verset qu'on lit à voix haute, c'est-à-dire en fait que la communauté répète. Alors, le premier, c'est celui-là. Or, Assus, la capitale, vivait un homme originaire de Judée, portant le nom de Mordechai, fils de Yaïr, fils de Shimi, fils de Kish, de la tribu de Benjamin. Alors, petite parenthèse, si on les lit à voix haute, à votre avis, c'est pourquoi on les lit à voix haute. C'est-à-dire, vraiment, toute la lecture est faite par le chantre, ouais, mais cela c'est répété, ces versets sont répétés par par la communauté. À votre avis, pourquoi? Pourquoi on répète un verset à voix haute, que tout le monde s'implique dans ce verset, à votre avis? Comment? On appelle ça le stabilobos. Ouais, c'est-à-dire qu'apparemment c'est un verset crucial. Ouais, il y a beaucoup de versets là-dedans. Au cas où il y en a qui s'endorment un petit peu pendant les lectures, c'est possible. Alors, tu sais, ouais, ça, au moins tu te réveilles pour ça, ok? Donc maintenant, on va jouer à ce jeu. Est-ce que vous pensez que c'est un verset fondamental à dire que Assus, la capitale, vivait un homme originaire de Judée, portant le nom de Mordechai, fils de Yaïr, fils de Shimi, fils de Kish, de la tribu de Benjamin? Est-ce que c'est important? Ben évidemment, c'est le héros. Ouais, lorsque vous regardez un film, au début, il n'y a rien d'intéressant, puis d'un coup, pac! Débarque Brad Pitt, t'as compris que là maintenant, c'est là que ça va commencer à être intéressant. Ouais, bah évidemment. Bon. Donc là, c'est normal. À Mavdil, hein, bien sûr, à Mavdil. Hein. Donc, maintenant, 6e chapitre, verset numéro 1. Cette même nuit, comme le sommeil fuyait le roi, il ordonna d'apporter le recueil des annales, relatant les événements passés, et on en fit la lecture devant le roi. Alors là, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est un moment où il avait une insomnie, le roi. Et il demande de lire un petit peu les annales de ce qui s'est passé. C'est pas les annales du bac, hein, c'est les annales de géopolitique de ce qui s'est passé. Et d'un coup, il se rend compte dans cette insomnie qu'un jour, Mordechai, donc le fameux Mordechai, qui est a priori sous le coup de la loi de l'extermination,
Ce fameux Mordechai, un jour a sauvé le roi d'un complot. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'était donc, vous comprenez, un état de 127 provinces. Ouais, il peut y avoir pas mal de mouvements de rébellion. Une petite pause là, comme ça on sert. Merci. Je mets pas de pause, hein, comme ça évite de... Qui est en rébellion? Comment? Qui est en rébellion? Non. Lorsqu'on gère un État où il y a 127 pays, alors pour pouvoir gérer ça, c'est compliqué à gérer et maintenir l'ordre. Tous les pays ont besoin, alors en général, d'utiliser la dictature pour essayer de maintenir l'ordre. Et tu vois bien comment Poutine a quand même du mal à essayer d'asseoir sa souveraineté partout. C'est complexe. Donc je dis que notre cher Assuérus, il règne sur 127 provinces, et puis voilà qu'un complot se naît de personnes qui parlaient une langue qu'il n'y avait que Mordechai qui la connaissait. Donc il les a entendus compléter, maintenant personne n'était censé connaître cette langue. Mordechai le savait parce qu'il faisait partie du Sanhédrin, et c'est une personne qui était donc extrêmement cultivée, il connaissait une cinquantaine, soixantaine de langues. Donc il entend un complot, il va prévenir le roi Assuérus, et donc grâce à ça il est sauvé. Ouais, donc ils vont tuer les deux complotistes, et grâce à donc, et ça a été mentionné dans une annale, comme quoi finalement, ben voilà, on a un citoyen qui s'est très bien comporté, et normalement, en France, quand un citoyen fait ça, on lui donne la Légion d'honneur. Maintenant, il se rend compte qu'il n'a pas donné la Légion d'honneur. Mais c'est bien tombé, parce que justement, Mordechai est sur le devant de la scène. Donc c'est magnifique. Alors, là, donc cette phrase, évidemment, il fallait la dire, parce qu'elle est fondamentale. Ouais, on est d'accord qu'il fallait la dire, puisque ça va être le point d'inflexion de toute l'histoire. C'est là que tout va commencer. Ouais, donc c'est très bien. Maintenant, 8e chapitre, verset numéro 15, nous dit le texte. Cependant, Mardochée sortit de chez le roi en costume royal, bleu d'azur et blanc, avec une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. Et la ville de Suse fut dans la jubilation et dans la joie. On l'a dit à voix haute ou pas? Oui ou pas? On va dire c'est le happy end. Je suis d'accord. Et maintenant, dernière chose, qu'on dit à voix haute, car le juif Mardochée venait en second après le roi Assuérus, il était grand aux yeux des juifs, aimé de la foule de ses frères, il recherchait le bien de son peuple et défendait la cause de toute sa race. À voix haute ou pas à voix haute? C'est l'épilogue, ça, c'est la dernière phrase, c'est le dernier livre. En fait, c'est pas tellement important. Vous savez pourquoi c'est pas tellement important? Parce qu'on a déjà parlé dans un épilogue au 8e chapitre, qu'on a dit déjà à voix haute, donc finalement il y a le happy end. Donc me répéter un happy end en disant voilà, tout est beau dans le meilleur des mondes possible, car le juif Mardochée venait en second après le roi, c'est le numéro 2. Il était grand aux yeux des juifs, aimé de la foule de ses frères, il recherchait le bien de son peuple. Bref, tout ça, c'est un petit peu du en plus. C'est pas obligé de dire à voix, donc il faudra comprendre pourquoi il était tellement nécessaire de répéter ce verset à voix haute. Prenez les textes. Attends, ils sont là les textes, hein, le menu. Voilà. N'hésitez pas, c'est plus simple. Je suis dans le grand 1, petit 2. Ah, zut, voilà, pardon. C'est bon, Razak, merci beaucoup, Mickaël. Hein. Ok, magnifique. C'est bon jusque-là ou pas? Donc, question générale. Pourquoi une Megillah tellement longue? Deuxième question, 10 chapitres. Alors, on aurait pu économiser un chapitre et demi au moins. Un chapitre et demi. Donc, on dit 2 chapitres et demi. 2 chapitres et demi. Deuxième question, c'est verset à voix haute. Certains, on n'en comprend pas vraiment la pertinence. Ça, c'est donc le deuxième point. On va maintenant travailler sur les rôles, les jeux de rôle des protagonistes. Alors, on va commencer évidemment par Esther. Donc, Esther, ouais, elle a une attitude pour le moins étrange. Je m'explique. On a compris, on a un décret d'extermination. Il va y avoir un moment où le royaume entier va se lever contre tous les juifs. C'est extrêmement dangereux, on joue la pérennité du peuple juif. Bon. Maintenant, le seul atout qu'on a, c'est le fait qu'on a la chance d'avoir Esther qui est de chez nous, qui a été catapultée à ce poste de reine parce que elle a gagné un concours de beauté. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Monsieur Assuérus a eu des déboires au niveau Shalom Baït avec son épouse Vashti, ouais,
Et il a un petit peu trop taquiné la bouteille, et donc il a décidé de la mettre à mort. Et puis juste après, une fois qu'il a cuvé son vin, il réalise la perte. C'est une femme absolument somptueuse aussi, puisqu'en fait, finalement, ouais, certains disent qu'elle fait partie des 4 femmes les plus belles de tous les temps. Et donc il se rend compte que c'est pas bien, il est comme un fou, et donc il faut trouver une remplaçante d'urgence. Il faut un concours de beauté, dans laquelle, alors c'est pas que Esther elle a voulu participer, ouais, elle était influenceuse sur Insta, elle s'est dit c'est l'heure de ma vie du tout. Va-t-il car Esther elle a été prise de force, ils l'ont chopée, ils l'ont attrapée, ils l'ont obligée. Au moment où il fallait se maquiller, donc ils avaient une plongée dans des mikvés de Sephora pendant 6 mois, donc c'était pas mal comme système, ouais. Elle a refusé, donc elle a rien pris, donc elle est arrivée nette, et puis on comprend pas ce qui se passe, elle a été choisie. Donc c'est la reine, donc c'est extraordinaire, ouais, on a un atout de taille, et voilà que Mordechai la pousse pour essayer d'aller provoquer le roi, pour lui dire écoute, il faut que tu fasses quelque chose, c'est pas normal. Bon. Et à ce moment-là, ouais, elle avait gardé en secret totalement sa provenance, et puis elle va provoquer le roi en lui disant, alors, en convoquant son roi, donc elle va demander une audience à son roi, et elle a extrêmement peur parce qu'on n'a pas le droit de provoquer le roi. Normalement, il fallait que, dans le protocole de l'époque, il fallait que ce soit le roi qui l'appelle, mais elle le provoque, c'est extrêmement dangereux. Elle risque sa vie, et voilà que Baruch Hashem, tout se passe à merveille. Il est hyper content. Normalement, il aurait pu lui dire c'est un crime de lèse-majesté, tu ne me déranges pas en plein milieu comme ça, tu es passible de mort. Mais au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Il est tout guilleré, tout content. Ah, ma chérie, je suis très content de te voir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je t'aime tellement. Je serais prêt à te donner la moitié de mon empire. Ouais. Donc, mettez-vous dans la place d'une épouse, ouais, qui est extrêmement hésitante de déranger son mari. Elle tente quand même de le déranger. Il aurait pu mal se passer. Il est tout guilleré. Et en plus, il lui propose de lui donner, avec un notaire s'il faut, hein, on fait une partition comme il faut, la moitié de son empire. Vous êtes à la place de Esther. Vous répondez quoi? Comment? Mais non, oh. Les amis, je vous rappelle, Esther, elle est juive. Il y a un décret d'extermination du peuple juif. Donc, faut pas oublier ça. Donc, qu'est-ce que vous dites? Moi, je dis, c'est très simple. Écoute, chérie, c'est vraiment adorable. Je suis vraiment abasourdi de ta gentillesse. Mais tu sais quoi? J'ai pas besoin de ça. Vraiment pas besoin de ça. Ouais. J'ai de la moitié de ton empire, ça... pas du tout. Il me suffit juste d'un appartement à Cannes. Non, je rigole. Non, il me suffit juste un petit truc, un petit peuple qui est en danger. Ouais, des Mongols, je sais pas où. Ils sont en danger, je t'en prie, juste ça. Pas besoin de tout ça, demande ça, c'est tout. Donc, encore une fois, c'est l'occasion ou jamais de convertir l'essai dans une relation d'une alchimie incroyable. Donc elle pourrait, si vous voulez, drainer son mari vers cette position. Et qu'est-ce que lui dit Esther? Donc c'est extrêmement bizarre. Vatomer Esther, imala meler tov, yavo ameler ve'aman hayom. Donc si, je ne demande pas la moitié de l'empire, je te demande une chose. Si vraiment il est gentil, le Meler, le roi, qu'il vienne avec Aman hayom aujourd'hui, elle a michté asher asitilo pour le festin que je lui ai préparé. Donc plutôt que de convertir l'essai, qu'est-ce qu'il dit? J'aimerais vraiment que tu me fasses l'honneur de venir au festin que j'ai organisé. On aurait dit une marocaine, ça veut dire je vais me vexer si tu viens pas, quoi. Et c'est tellement grave que ça vaut l'empire de... Ouais. Vas-y. C'est pas une stratégie, justement. Ah, attends, pour l'instant je pose des questions, après on va donner des réponses. Ouais. Ok, donc c'est la point. Maintenant, ça c'est le moment, on pourrait dire qu'elle a raté le coche, et ensuite, alors regardez, ensuite, je me projette dans le 8e chapitre. Le moment où notre cher Aman a déjà été pendu, donc finalement l'intrigue a été, le poteau rose a été découvert, Aman a été pendu avec ses fils, et à ce moment-là, Esther va refaire une requête à son mari. Et nous dit le texte, va Tosef Esther, va Tedabel, Lifne Ameler, elle va rajouter un point, elle va dire, va Tipol, Lifne Raglav, elle s'agenouille à ses pieds. Va Tef, qu'elle se met à pleurer, va Titranenlo, elle le supplie, Léavir et Ra'at Aman Agagi, d'annuler le funeste dessein d'Aman, va être Marshavato et sa pensée à Cher Chashav à la Yehudim, qu'il a pensé sur les Yehudim. Et là, on a vraiment l'impression qu'on est dans un système d'anachronie, c'est-à-dire, on serait beaucoup plus attendu au moment où il est dit je te donne la moitié de mon empire, qu'elle dise, elle se jette à ses pieds en disant écoute, tu sais quoi, rien de tout ça, une seule chose, il y a une petite peuplade de rien du tout,
des personnes insignifiantes qui sont réparties partout dans le monde, tu les sauves. Juste ça, je te demande. Elle aurait dû à ce moment-là pleurer. Et là, à ce moment-là, elle pleure pas. Elle demande, elle fait des invitations à un gala. Mais au moment où, a priori, on a toutes les cartes en main, elle se met à pleurer et à supplier et à s'agenouiller. C'est ce qu'on appelle quelque chose d'extrêmement bizarre, des pleurs anachroniques. 8e chapitre. Maintenant, Mordechai. Mordechai, vous l'avez compris, alors petite parenthèse au niveau historique. Ouais, on va faire la minute gala. Un meuf dit, ouais. Alors, Mordechai était l'ancien mari de Esther. Ouais. Donc en fait, c'est son oncle, mais c'est aussi son mari. Ouais. Et donc, c'est quand même lui qui va la... Comment ? Il a donné le guet à sa femme avant que se marie avec le roi ? Alors, regardez. Vous posez une question pertinente, okay, qui est traitée dans le traité de Sanhedrin, page Aïn Dalet, on va analyser la dimension onès, ça veut dire viol, de Esther. Elle est dans, alors, d'après les maîtres du Talmud, elle est dans ce qu'on appelle une situation de viol, c'est-à-dire qu'en fait, elle a été prise de force, elle n'a pas trop le choix que d'eux. D'accord ? C'est extrêmement complexe, ouais, mais ça fait le débat de énormément de... beaucoup d'encre. Ouais, et le fait qu'il soit non-juif, ça joue aussi. Ouais. Il y a plein de choses. Maintenant, petite parenthèse, un enfant va naître de leur union, qui s'appelle Darius. Ouais. Et qui va être... Ouais, donc il faut savoir, bon, c'est une partie complexe. La Gemara va traiter de A à Z par rapport à ça. Ouais. Et au bout du compte, ouais, donc voilà, bon, il y a plusieurs conséquences anarchiques. Une chose est sûre, c'est qu'ensuite elle sera interdite à jamais à son mari. Voilà, à Mordechai, ouais. Donc voilà, en tout cas, elle s'est sacrifiée pour le peuple juif. Bref. Comment ? La dernière fois, elle a été volontairement. C'est-à-dire, la première fois, elle était à nous, elle était violée. La deuxième fois, c'est elle qui provoque. Ça, le problème, c'est que quand elle provoque, elle devient interdite à jamais à son mari. Tant qu'elle est dans une situation de subir, alors elle subit. Mais à partir du moment où elle va provoquer pour sauver le d'Israël, alors là, bon, maintenant. Excusez-moi, ça veut dire quoi, elle provoque ? Elle a fait quoi ? Elle vient, tant qu'elle va subir, en fait, à l'époque, les gens vivaient dans, enfin, les femmes vivaient dans des harems. Donc dès que le roi décide, ben, il prend la fille qu'il a envie. Donc c'est pas un système dans lequel il y a une vie conjugale classique. Donc dès qu'il décide, il décide. Maintenant, si c'est pas ça, elle se fait trancher la gorge. Donc elle n'a pas trop le choix. La dernière qui a un petit peu résisté au roi, elle s'appelle Vashti, et ben, elle est encore pendue sur la corde. Ouais. Donc il y a une notion de vie ou de mort. Ouais. Donc je ne peux pas rentrer dans tous les détails au niveau halachique parce qu'on rentre dans des considérations complexes, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que notre chère Esther est l'atout extraordinaire qu'on a dans les mains. Maintenant, mettons-nous dans la peau de Mordechai. Mordechai, c'est un petit peu le boss de tout le peuple juif. Il a un atout dans les mains et il va essayer de l'utiliser. Quelle serait la teneur de votre message que vous donneriez à Esther pour lui demander d'intervenir? Certes, c'est dangereux, c'est périlleux. Si elle provoque, il peut décider, je vous ai dit, c'est un crime de lèse-majesté de la tuer. Donc c'est un coup de poker. Donc il faut la convaincre de faire ce coup de poker. Dans quelle tonalité vous parleriez avec Esther? Avec douceur. Avec humilité. Ouais. Moi j'irai là-bas et je dirais, écoute, voilà, vraiment je sais pas comment te parler, je sais pas quoi dire, on a épuisé tous les derniers recours, la seule chose que tu es notre dernière chance. C'est le peuple juif, on porte sur nous la responsabilité d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ouais, il faut que tu y ailles. Je sais que c'est hyper compliqué, ça se trouve ça servira à rien, mais c'est la dernière chance. Ouais, la dernière chance. Regardez la teneur de notre cher Mordechai. Mordechai dit vas-y. Regardez, c'est marqué dans le grand 2, petit 2. Car si tu persistes à garder le silence, à l'heure où nous sommes, la délivrance et le salut surgiront par les Juifs d'autre part, tandis que toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour une conjoncture pareille que tu es parvenu à la royauté. Je vais dire en trois points. Première des choses, j'ai un plan B. Le peuple juif, il sera toujours éternel, vous savez ça. Ouais, on a quand même pas mal de recul depuis, on est en moins 518, ouais, ça fait quand même plus de 2500 années qu'on a ce recul, que le peuple juif sera éternel, point barre. Donc en 2 mots, j'ai un plan B. Maintenant, tu sais quoi? La raison pour laquelle je te demande de te mettre en péril, c'est pour sauver toi et la maison de ton père. Alors je fais une petite parenthèse, quand tu dis la maison de ton père, c'est un petit peu délicat, parce que n'oubliez jamais que Esther est orpheline de père et de mère. En fait, quand sa mère était enceinte, son père est mort. Et quand
elle est née, sa mère est morte. Donc elle n'a pas connu ni son père ni sa mère. Maintenant, quand Mordechai utilise le terme de toi et ton père vous périrez, c'est pas sympa de le faire mourir. Ça suffit. Ouais, c'est un petit peu dur. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu dur dans ces façons de parler. Ouais. Et qui sait si ce n'est pas pour une conjoncture pareille que tu es parvenu à la royauté. Ouais. Et de toute façon, tu sais quoi, hein, dans la vie, un feuille qui réussit, il faut toujours tôt ou tard qu'il se pose la question pourquoi j'ai réussi, mes copains n'ont pas réussi. Donc évidemment, si t'as réussi, c'était bien un instrument dans les mains du bon Dieu. Donc tu sais quoi? T'es milliardaire, bah, tu sais quoi? Tu vas consacrer le 90% de ta fortune, comme Bill Gates, pour les institutions. Bah oui. Bah, pourquoi t'es là? Vous imaginez quelqu'un qui va avoir un donateur comme ça? Ouais, on va Rothschild, dit écoutez, bon, monsieur Rothschild, je veux dire, vous avez compris, ça fait bien quoi, ça fait quand même des siècles que vous maîtrisez le système financier, vous êtes bourré aux as, faut un peu se poser la question, qu'est-ce qui se passe, ouais? Pourquoi les Rothschild c'est comme ça, les Benamou c'est pas pareil, y a un problème là? Bah oui, ouais. Donc peut-être que le bon Dieu vous a demandé, donc vous savez quoi, c'est très simple, il y a ici un blanc, ça, vous signez. C'est pas ce délire. Je dis, c'est incroyable dans la posture de Mordechai, qui est d'une arrogance incroyable. Alors, moi j'aurais été à passer ça, je dis, écoute mon ami, si t'as un plan B, puisque tous les juifs sont éternels, bah tu sais, prends ce plan B. Et si c'est pas un plan B, alors tu quoi? Tu joues au poker avec moi ou quoi? C'est un poker menteur, c'est quoi? Tu fais semblant que t'en as un pour dire que j'en ai pas besoin de toi. C'est quoi cette façon de parler? C'est extrêmement bizarre. Ça c'est donc la deuxième question au niveau des jeux de rôle. Maintenant, troisième question qu'on va poser, c'est l'attitude de notre cher Assuérus, donc qui était celui qui a succédé à Nabucodonosor, donc il a un empire colossal. Et alors, je ne vous ai pas dit pourquoi elle est morte, hein, Vashti, pourquoi elle s'est énervée, parce qu'en fait, monsieur Assuérus a demandé une requête qu'elle n'a pas voulu accepter. Assuérus a réuni un petit peu tous les députés, tous les généraux, tous les maires, tous les notables, et il a demandé à son épouse, qui était somptueuse, de venir se présenter toute nue devant l'Assemblée. Alors, c'est une requête insoutenable en tant que telle, mais qui plus est, explique le Malbim, compte tenu du fait qu'on est en Perse, la Perse c'est l'Iran, et explique le Malbim que de tout temps, l'Iran pratiquait la technique du tchador. C'est pas nouveau, c'est pas la révolution islamique, ouais. Il y avait des normes de tsniout dans le monde de la Perse, ouais, qui étaient mais ultra exagérées. Donc tu demandes un truc complètement faux dans un monde qui est pas du tout adapté à ça. Personne ferait ça même aujourd'hui. Vous imaginez, il y a 2500 ans. Donc il a demandé l'impossible. Maintenant elle, si ce n'était qu'elle avait la lèpre, ouais, elle aurait peut-être obtempéré. Bref, il y a tout un problème entre les deux. Le problème il est plus délicat, hein, il est subtil en fait. C'est qu'en fait, Assuérus était une personne qui est un parvenu au pouvoir. Elle, c'est un roturier. Elle descend directement de Nebuchadnezzar. Et étant donné qu'elle descend de lui, quelque part, en se mariant avec elle, il a gagné gros au niveau politique. Seulement, il ne va pas se l'avouer. Donc il va à tout prix prouver que la raison pour laquelle il l'a prise, c'est juste parce qu'elle est belle. Ouais. Sois belle et tais-toi, c'est tout. Ouais. Alors qu'elle a du sang bleu. Et donc, sans arrêt, il y a un jeu entre les deux qui fait que, non, je t'ai pris que parce que t'es belle, je te vas montrer que t'es belle. Et elle refuse de rentrer là-dedans parce qu'en fait, finalement, c'est nier le fait que finalement, grâce à elle, il a eu le pouvoir. Bref, donc c'est un problème entre les deux. Et donc, il décide de lui demander de venir. Alors, évidemment, il faut se poser la question, il est tombé de quel étage pour demander une telle chose? Ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Ça veut dire, c'est sûr qu'elle va dire non. À quoi tu joues? C'est un projet, ça rime à rien. Pourquoi donc cette importance? Maintenant, le remplacement de Vashti va être axé aussi sur une notion de beauté. Alors, beauté, donc un concours de beauté qui va être gagné par Esther. Donc le beau joue un rôle absolument colossal ici. Alors, on va essayer donc de... Ouais, j'ai oublié de vous lire le verset. Donc, la vie est Vashti à Malka. Donc, il avait demandé d'amener devant le roi la reine Vashti, sainte de la couronne royale, dans le but de faire voir sa beauté au peuple et aux grands, car elle était remarquablement belle. Donc il a cette besoin d'amener sa femme, alors les maîtres nous disent on va être toute nue, devant tout le monde avec sa couronne. Et ça va être refusé, c'est ce qui s'est passé maintenant. On va essayer de comprendre ce qui se passe, donc on a plusieurs questions. La durée anormale de 10 chapitres, la lecture à voix haute de versets qui ne sont pas forcément pertinents, des rôles étranges, Esther avec des pleurs anachroniques, je répète les questions, Mordechai qui a un ton trop péremptoire et trop condescendant vis-à-vis de Esther, et enfin, quelque chose d'assez bizarre de la part de Assuérus,
Ouais, est-ce qu'il est devenu fou? Qu'est-ce qui se trame au niveau de la beauté de Vashti? Alors, on va donc essayer de résoudre au fur et à mesure. Je commence par Esther. Ouais. Première des choses, on avait expliqué que Mordechai avait dit à Esther, surtout tu ne racontes jamais ta provenance. Alors, c'était une sorte de clé fondamentale qu'elle ne devait jamais dévoiler. Pourquoi? L'élément de réponse est extrêmement simple. Pour pouvoir régner dans un monde aussi gigantesque et diversifié, puisqu'en fait c'est 127 provinces, 127 pays, pardon, et dans chaque pays il y avait des dizaines de dialectes différents, c'est extrêmement complexe de trouver un point consensuel dans un monde aussi éparse. Et pour pouvoir régner, tu es obligé de pouvoir agréger toute la population autour de quelque chose qui peuvent les lier. Il y en a qui a pensé par exemple à un Volk, un Reich, un Führer. Il faut un slogan qui peut réunir les gens. Et les gens disent, ouais, magnifique. Maintenant, liberté, égalité, fraternité chez nous, hein, de façon plus soft. Mais ça veut dire que normalement n'importe quel Français, d'où tous les problèmes actuellement au niveau de la société, doivent être sous cette bannière, liberté, égalité, fraternité. Problème à Sciences Po avant-hier, ouais, qui est en train d'être géré par ouais. Mais ça veut dire, il y a des principes fondateurs qui doivent réunir tous les Français, quelle que soit leur religion, leur ethnie, leur dialecte, les Bretons, les Corses, peu importe. Chacun doit se reconnaître sous cet emblème maintenant. On va régner, alors, il y a des choses qui sont extrêmement simples à faire, ce que fait Poutine par exemple, c'est créer le mythe de la haine de l'autre. Par exemple, lui, il a décidé que les Ukrainiens sont tous des nazis. Je sais pas qu'il n'y en a pas, hein. Il y en a pas mal. Mais c'est pas que des nazis. Ouais. Et au nom de ça, bah, voilà, il faut combattre le mal. Alors, une des choses qui peut être très intéressante au niveau consensuel, c'est de tout simplement s'accorder sur une notion que tout le monde va respecter. Et c'est là qu'intervient la pertinence de la beauté de la reine. Parce que on a beau parler une langue différente, avoir une religion différente, avoir tout ce qu'on veut, mais si on a tous une reine qu'on admire, parce qu'elle est trop belle, alors quelque part ça crée du consensus. Rappelez-vous le rôle fondamental qu'a joué Lady Di pour la Grande-Bretagne. Fondamental. Ouais, elle sortait de Manie de Oxford et de Cambridge, elle était juste belle. Et tout le monde s'est reconnu. Ouais, il y avait une sorte de consensus. On a une Lady Di. Après, c'est Kate Middleton qui a repris le truc. 1 milliard de téléspectateurs à ce groupe-là. De fou. 1 milliard. Le film m'a raconté, c'était en live, là, 1 milliard de personnes. C'est un truc de fou. C'est le 7e de la population mondiale regarde sa roupa. C'est quelque chose de quoi? Ça veut dire qu'en fait, le beau dépasse les frontières. Le beau permet d'agréger quelque chose autour de eux. Et ça, c'est un point fondamental. Petite parenthèse d'ailleurs. On a chez nous aussi un rapport au beau, puisque la Marianne, c'est les bustes qui se trouvent dans tous les... Enfin, je ne sais plus s'il y a encore dans les tables de reposte. À l'époque, il y avait toujours donc, le buste de la Marianne. Ouais. Maintenant, la Marianne, vous savez qui a été une des premières modèles pour la Marianne? Alors, au début, c'était Catherine Deneuve. Ouais, ils n'ont pas pris la plus moche, ouais, vous avez remarqué. Puis ensuite, ils ont... Non, je crois qu'il y a Brigitte Bardot, ensuite Catherine Deneuve. Bébé, et après, il y a eu un scandale, ils ont pris une fémène. Ouais, ça veut dire qu'en fait, quelque part, il faut incarner quelque chose de beau pour liberté, égalité, fraternité. Ça aide. Le beau crée du consensus. Donc là, c'est ce qui se trame ici. Ouais, donc maintenant, vous comprenez pourquoi il est fondamental pour créer de l'union que la reine soit belle. Maintenant, je continue donc par rapport à ça. Ce que fait Esther, non seulement elle a l'arme de la beauté, mais elle a en plus l'arme de l'inconnu. C'est-à-dire, à partir du moment où elle ne dit pas d'où elle vient, la fille de nulle part devient la fille de partout. Parce que tant que tu ne peux pas l'enfermer dans le Kazakhstan ou dans la Mongolie, qui étaient des provinces de l'époque, alors tu peux dire, mais finalement, Esther, elle est de mon village. Vous comprenez ou pas l'idée? Elle a créé... Autour d'elle, c'est la stratégie de Mordechai de créer un double consensus. Elle est belle, tout le monde. Elle a gagné le concours de beauté, donc tout le monde est heureux par rapport à ça. Mais qui plus est, elle est en plus consensuelle parce que finalement, cette fille de nulle part, elle est de partout. Donc chaque petit village peut dire
Ah non, mais elle est de chez nous, celle-là. Elle est de chez nous, ça. Ça, c'était donc la stratégie qui était mise en place par Esther. Maintenant, on a dit que à un moment, elle a une occasion rêvée où son mari est guilleré, il a envie de lui donner la moitié de l'Empire. Et à ce moment-là, elle a l'air de rater le coche en disant, tu sais quoi, non, juste une chose, je te demande, je fais demain un banquet, je veux que tu viennes. Regardez bien ce qui est marqué ici dans le texte. Vatomer Esther imala meler tov yavo ameler ve'aman ayom. Esther dit, donc je suis dans le grand 3 petit 1. Esther répondit, si tel est le bon plaisir du roi, que le roi ainsi qu'Aman assiste aujourd'hui au festin que j'ai préparé à son intention. Ouais. Qu'est-ce qui est bizarre dans cette phrase? L'intention de qui? Comment? L'intention de qui? L'intention de qui? Le festin que... Donc je répète, Assuérus, que le roi et Aman viennent au festin que j'ai préparé à son intention. Maintenant, autre question fondamentale. Dans ce badinage amoureux entre un mari et une femme, où le mari il est high, ouais, et il dit je te donne tout ce que tu veux, il dit non, tu sais une chose, je veux que tu viennes toi et Aman. Mais qu'est-ce qu'il vient faire Aman? Mais c'est quoi ce délire là? Ouais, et pour le festin que je lui ai préparé. On ne sait pas c'est qui c'est lui. Alors cette imprécision est relevée par Rashi, ouais, 1405, le plus grand des commentateurs, qui dit qu'en fait elle a essayé de provoquer son mari en lui faisant croire qu'il y aurait peut-être quelque chose de l'ordre du badinage amoureux avec non pas le pizzaiolo ni le facteur, mais Aman, le numéro 2 du royaume. Ouais, vous comprenez un petit peu la conséquence immédiate. Valaïla, où cette même nuit, Nadeda chez Natameler, le sommeil du roi fuyait, insomnie. Il ordonna d'apporter le recueil des annales relatant des événements passés et on fit la lecture devant le roi. Elle a créé un trouble chez le roi pour qu'il passe une sale nuit. Maintenant, c'est quoi la nuit? C'est qu'elle n'a pas fait une révélation, je suis avec Aman. Elle a laissé entendre qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe. Donc il est dans un safek pas possible. Il y a deux façons de passer une mauvaise nuit. C'est soit apprendre une catastrophe, donc si il apprend finalement qu'il est cocu, ça aurait été une catastrophe. Mais une autre façon, qui est peut-être plus terrible, c'est que finalement elle le mijote, et donc elle est en train de se poser la question, ah, et d'un coup il revoit le film des choses. Ah mais qu'est-ce qu'il foutait Aman ce jour-là? Et d'un coup, il est en train de reconnoter toute son histoire avec Aman, qui est son numéro 2. Ouais. Et donc, ça le met dans un état absolument pas possible. Il n'arrive pas à dormir. Maintenant, c'est quoi l'idée? L'idée est ce qu'on appelle d'utiliser la technique des arts martiaux. Tout le monde connaît les techniques des arts martiaux. C'est pas de la boxe, Comment? Du frontal. Ouais, c'est toujours la faculté d'utiliser la force de l'autre. On voit par exemple dans les combats d'aïkido, c'est magnifique, on dirait des danses. En fait, chacun va utiliser comme ça de façon extrêmement subtile toute l'énergie que l'un donne, hop, il le reprend et il fait du boomerang. Bon. Alors c'est quoi l'idée? L'idée est extrêmement subtile, donc la stratégie qui a été mise en place par Esther et Mordechai. Donc notre roi qui a dû passer une sale nuit, arrive au festin. Il débarque, il a mal dormi, il est extrêmement énervé. Et à ce moment-là, la reine Esther dit la chose suivante, va-t'en, Esther, donc il lui dit, ok, maintenant, vas-y, dévoile-moi qui tu es. Ouais, donc il lui demande, ouais, ça fait longtemps qu'il lui demande, maintenant vas-y, dis-moi. Et à ce moment-là, elle répond. La reine Esther répondit dans ces termes, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et si tel est... Alors, pardon, la question qu'il lui pose, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ouais. Après une nuit blanche, avec plein de doutes dans sa tête, et à ce moment-là, il ne répète plus, je suis prêt à te donner la moitié de mon empire. Ouais, il a baissé les enchères, évidemment. La reine Esther répondit dans ces termes, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et si tel est le bon plaisir du roi, puisse-t-on à ma demande me faire don de la vie, et à ma requête de sauver mon peuple. Regardez la subtilité. Elle veut sauver deux entités. Elle et son peuple. Elle ne commence pas par dire je veux sauver le peuple juif. Pourquoi? Parce que la fête c'est envers sa femme, envers le peuple. Parce que le peuple juif, ouais, alors il s'en fiche comme l'an 40. En revanche, sa femme, c'est important. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait de façon extrêmement subtile? Elle dit, je voudrais que tu me sauves. Et tu sais quoi, dans la foulée, le peuple juif avec. Ouais. Maintenant, car nous avons été vendus moi-même et mon peuple pour être détruits, exterminés, anéantis. Si du moins nous avions été vendus pour être esclaves ou servantes, j'aurais gardé le silence. Assurément, le persécuteur n'a pas le souci du dommage causé au roi. Donc vous êtes à ce moment-là
Et c'est à ce moment-là où elle va dévoiler en fait que Haman a mis en place un décret d'extermination. Donc la stratégie, vous avez compris, c'est créer une corrélation entre elle et le peuple. Maintenant, si vous agissez dans le tumulte et dans la précipitation, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes Assuérus, qu'est-ce que vous faites? Donc vous avez appris, regardez, c'est intéressant. Vous aviez un doute pendant toute la nuit. Elle me trompe pas. Haman ou pas Haman? Haman est-il finalement un prédateur ou pas? C'est quoi? C'est où intervient les arts martiaux? Tu sais quoi? C'est pire qu'un prédateur. Il ne veut pas me violer, il veut me tuer. Donc continue à utiliser cette énergie de la peur qu'il veut me saisir. Tu sais quoi? Il veut même me tuer, moi et mon peuple. Vous êtes à la place de Assuérus. Je dis waouh. Bon, j'ai eu peur quoi. Si ce n'est que ça, il n'y a pas de souci. On va tout enlever. Donc on massacre Haman. Et on enlève tout. À condition de garder la jointure, la corrélation entre entre Esther et le peuple. Ça c'est si on agit dans la précipitation. Ouais, mettez-vous bien dans la place de Assuérus. Assuérus, il a passé une nuit terrible. Il va peut-être maintenant apprendre que Haman est un prédateur de son épouse. Et il dit non, c'est pire qu'un prédateur. C'est un exterminateur. Il dit ok, très bien. On va tout enlever. Ça c'est valable que si il agit dans la précipitation. Mais s'il prend un tout petit peu de recul, qu'est-ce qu'il peut faire? Hein? Moi, le peuple, je m'en fiche. Je te sauve. Je dégomme Haman, ou j'enlève le décret, et tout va bien. Et malheureusement, c'est qu'elle pensait qu'il agirait dans la précipitation, et malheureusement, il décide de prendre un petit peu de recul. Il va dans le jardin, il réfléchit, il revient, il dit écoute, il n'y a pas de souci, on va prendre Haman. Regardez ce qui est marqué. On attacha donc Haman à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché. Ouais, donc ils vont tuer Haman. Et nous dit le texte, c'est terrible. Et la colère du roi s'est calmée. Et pourquoi c'est terrible? Parce que lui était énervé par rapport à Haman. Maintenant Haman est mort. Où est le peuple juif? On est à la fin du 7e siècle. On tourne la page. On aurait pu penser en fait que maintenant l'histoire est finie. Mais malheureusement, l'histoire ne fait que commencer. L'histoire de Purim ne commence qu'à partir du 8e chapitre. Juste avant, c'était la tentative avortée d'un atout qu'on n'a pas réussi à utiliser jusqu'au bout. Et à ce moment-là va arriver la véritable stratégie de Assuérus. Regardez. À ce moment-là, vous comprenez maintenant pourquoi, à ce moment-là précis, Esther va se jeter aux pieds de Achashverosh en lui disant « Puis Esther revint à la charge pour parler au roi. Elle se jeta à ses pieds en pleurant, le supplia d'annuler le funeste dessein d'Aman, la Gagite et le projet qu'il avait formé contre les Juifs. » Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardoché « Oh, déjà j'ai fait don à Esther de la maison d'Aman. » Donc elle a récupéré les appartements, pas mal, ouais. Lui-même, on l'a pendu à la potence pour avoir dirigé un attentat contre les Juifs. Eh bien, écrivez vous-même au nom du roi en faveur des Juifs, comme vous le jugerez bon, et signez avec l'anneau royal, car un ordre écrit au nom du roi et muni du sceau royal ne peut être rapporté. Super ou pas? Elle est belle ou pas? Écoutez bien ce qui est marqué. Regardez bien. Udelek, c'est normal. Maintenant, c'est Mardoché qui est le Premier ministre. Donc c'est normal. Ouais. Regardez bien ce qui est marqué ici. Eh bien, écrivez vous-même au nom du roi en faveur des Juifs, comme vous le jugerez bon, et signez avec l'anneau royal, car un ordre écrit au nom du roi et muni du sceau royal ne peut être rapporté. Ça veut dire quoi ça? Comment? On ne peut pas déchirer un décret. Et ça veut dire quoi donc? Il y avait déjà un décret, on ne peut pas le déchirer. Le premier décret non plus ne peut pas être déchiré. Donc il se fout de eux. Il a très bien compris qu'il voulait que Mordechai et Esther voulaient le manipuler. Il dit écoutez, il n'y a pas de souci. Écrivez un décret, car vous savez très bien qu'un décret qui a été écrit ne peut jamais être éradiqué. Et donc, à ce stade-là, les missives ont déjà été envoyées pour l'extermination des Juifs à la date du 7 Adar, pardon. Et donc, a priori, on est mal. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Réponse du Juif, il fait avec les moyens du bord. Il dit ok, on ne peut pas déraciner les précédents, mais il nous a autorisé à écrire un décret, donc on va écrire un contre-décret, et dans lequel il fit écrire au nom du roi Assuérus et scellé avec l'anneau du roi, puis il expédia les lettres par des courriers à cheval, montés sur des coursiers rapides, appartenant au service de l'État, et élevés dans les écrits. Donc il envoie les missives.
Il déclarait que le roi autorisait les Juifs dans chaque ville à se rassembler, à défendre leur vie, en exterminant, en tuant, en détruisant tout attroupement de populace qui les attaquerait, y compris les femmes et les enfants, à faire main basse sur leur butin. Terreur juive va s'abattre sur le royaume d'Assuérus. Et c'est autorisé par le roi. Cependant, ça c'est ce qui est marqué ici. Maintenant, vous avez reçu il y a 6 mois, vous êtes maire du Kazakhstan, du ville dans le Kazakhstan, vous avez reçu un décret d'extermination des Juifs. Vous recevez maintenant, dans votre boîte aux lettres, un décret que les Juifs vont exterminer le royaume de Mordechai. Vous faites quoi? Comment? Alors, soit échec et pâte, on fait rien. Soit on est plutôt antisémite, on dit bon, le deuxième c'est un fake. Soit on est philosémite et on dit le premier c'est un fake. Maintenant, malheureusement, historiquement, on s'est rendu compte que, statistiquement, ouais, il y a plus d'antisémites, ouais, malheureusement, que de philosémites. Et donc, à ce stade-là, ouais, on va récupérer quelques brebis galeuses qui vont défendre les Juifs, quelques résistants, mais a priori, on se retrouve avec, a priori, un génocide comme il faut. Dernière étape de Mordechai. Mordechai dit la chose suivante. Cependant, Mardochée est sorti de chez le roi en costume royal, bleu d'azur et blanc, avec une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre, et la ville de Sus fut dans la jubilation et dans la joie. Il y a un décret d'extermination qui est en train de se passer, et là ils sont en train de faire la joie. Que fait Mordechai? Mordechai fait un truc incroyable. Il est en train de faire ce qu'on appelle une guerre de bluff. Il met en place la chose suivante. Quand un bonhomme honnête reçoit 2 décrets, un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, il dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe à Suse? Dites-moi, vous étiez à Suse, qu'est-ce que vous avez vu à Suse? Ah ben on a vu les Juifs qu'ils avaient fait. Ah ok, donc c'est le deuxième bon décret. Ça veut dire qu'il est en train d'essayer de renverser la vapeur par une guerre de bluff en faisant croire que tout va bien dans la vie. Ça, c'est ce qui s'est passé au niveau de la stratégie de maintenant. On passe à une lecture plus puissante, je la fais en 5 minutes pour essayer d'aller plus rapide. Le Rav Foreman fait une remarque, c'est sa technique d'intertextualité, c'est-à-dire il fait remarquer qu'il existe des phrases entières dans la Torah, des passages de la Bible qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, qui sont les mêmes, qui sont en miroir. Donc s'ils sont en miroir, c'est qu'il y a un message qui est à mettre en place ici. Et regardez un petit peu comment c'est intéressant. Au moment où Esther est venue être dans son plaidoyer pour supplier son mari d'enlever le décret d'extermination, elle dit la chose suivante, je suis dans le 4e, le grand 4, une sensation de déjà-vu. Elle dit car comment pourrais-je voir la douleur qui accablerait mon peuple et comment pourrais-je voir la perte de ma patrie? Donc elle pose une question au roi, comment pourrais-je voir la douleur qui accablerait mon peuple et comment pourrais-je voir la perte de ma patrie? Maintenant cette phrase, ceux qui ont l'oreille en hébreu, regardez ce qu'elle dit, Veraiti bera ashaimtsa et ami. Qui veraiti bera ashaimtsa et ami, veraiti beavdon molati. Quand vous entendez bien ce qui est marqué ici, ça rappelle étrangement une phrase qui a été prononcée au moment où Yehuda va interférer auprès de Yosef. Il ne sait pas que c'est Yosef, c'est le deuxième, pour lui supplier de rendre Binyamin. Binyamin a été pris en gage par Yosef. Yehuda avait juré à son père qu'il ramènerait Binyamin coûte que coûte. Il est prêt à tout défoncer en Égypte, mais il veut à tout prix récupérer Binyamin. Et les mots qu'ont utilisés par Yehuda des siècles bien auparavant, qui comment pourrais-je voir la douleur qui accablerait mon père? Des années plus tard, des siècles plus tard, Esther va dire comment pourrais-je voir la douleur qui accablerait mon peuple? Avi c'est mon père, ami c'est mon peuple. Et c'est-à-dire que Esther a consulté un dictionnaire de citations pour parler avec son mari. C'est normal. Quoi? Non, on peut être un peu critiquant parce que le livre était écrit après, ouais. Et l'auteur du livre il voulait que notre... Alors pourquoi la Torah crée cette intertextualité? Pourquoi elle fait cette cross-référence? Ça c'est la première question. Deuxième question, au moment où elle va être obligée de provoquer son mari, enfin Assuérus, elle dit comme ça, avec Kaacher avati avati. Et de la même façon que je dois périr, je périrai. Cette expression Kaacher, et de même que j'ai péri, je périrai, se retrouve que 2 fois dans tout le canon biblique. La deuxième fois, je vous le dis dans en 1000, au moment où Yaakov a lâché Binyamin, il a dit Kaacher shakolti shakolti. Et pour moi, j'ai pleuré mes fils, je vais les pleurer encore. Cette expression du Kaacher avec cet verbe conjugué au passé 2 fois, se retrouve que 2 fois dans toute l'immensité du canon biblique. Donc il y a forcément ici une volonté de créer une intertextualité entre les deux choses. Alors maintenant, quel est le point crucial qui est en train de se jouer ici, qui est la
si vous voulez, ce qui sous-tend toute la lecture de la Megillah et toute la fête de Purim. C'est le point ici. Yehuda va supplier Yosef de ramener Binyamin. Il ne sait pas que c'est Yosef, il pense que c'est un méchant roi. Et dans son argumentaire, il va finir en disant la chose suivante. Vayomer Avdecha, donc il dit voilà, ton serviteur notre père, donc Yehuda s'adresse à Yosef et il lui dit, ton serviteur notre père nous dit, vous savez que ma femme m'a donné 2 enfants. L'un a disparu d'auprès de moi et j'ai dit assurément il a été dévoré et je n'ai point revu jusqu'ici. Que vous m'arrachez encore celui-ci, qu'il lui arrive malheur et vous aurez précipité cruellement ma vieillesse dans la tombe. L'argumentaire de Yehuda est le suivant. Mon papa a dit, j'ai une femme et 2 enfants. Il y en a un qui est déjà mort et vous m'arracherez celui-là, mais alors je suis mort. Analysons ce que dit Yehuda. C'est vrai ça? Mon père a une femme et 2 enfants. Oui, c'est vrai. Vous êtes sûr? Ah non, il n'a pas une femme et 2 enfants. Il a 4 femmes et 13 enfants. Et dont 2 femmes qui sont 2 sœurs jumelles qui sont devenues rivales. Et cette rivalité intestine, de prendre 2 sœurs, d'en faire des rivales, va se retrouver au niveau des enfants. Toute l'histoire de Yosef, il a été jalousé parce qu'en fait c'était l'enfant de la femme chérie, par rapport à celle qui avait l'air un peu moins chérie. Et lorsque Yehuda est en train de dire, mon père a dit, 2 points, ouvrez les guillemets, j'ai une femme et 2 enfants. Yehuda c'est le boss de l'autre pan. C'est un enfant de Léa. Et Yosef c'est un enfant de Rachel. Rachel était, entre guillemets, préférée à Léa, c'est celle qui était prévue. Maintenant lorsqu'il dit, j'ai une femme et 2 enfants, mon père a dit ça, qu'est-ce que dit Yehuda là-dessus? Il dit, il y a des problèmes de chouchou dans la famille, j'ai jamais rien compris, mais j'accepte. C'est insupportable, c'est insoutenable, mais j'accepte. Au moment où Yosef entend ça, il craque totalement. Il voit ici qu'en fait, ce qui devrait être une raison d'exploser tout est quelque chose qui a été accepté par Yehuda. À ce moment-là, il va livrer la chose. Ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la chose suivante. C'est qu'un enfant de la femme moins aimée qui s'appelle Yehuda va être capable de se mettre entre parenthèses pour sauver l'enfant Rachel de la femme Rachel. Et ça, c'est un aboutissement dans une histoire de jalousie féroce. Les gens qui ont eu des problèmes de place dans la famille ne s'en sortent jamais. Malgré des passages dans des divans de psychanalystes, ne s'en sortent jamais. Parce qu'au bout du compte, au nom de quoi j'ai été moins aimé que toi? Et ce sont des choses qui sont des douleurs éternelles. Parce qu'un enfant n'arrive pas à comprendre que parfois les parents peuvent, malheureusement, enfin, comme ça, c'est une nature. Des enfants qui sont plus sympathiques que d'autres, plus faciles que d'autres, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On peut essayer de leur donner la même chose. Mais tu ne veux pas dire qu'au niveau sentimental, c'est la même chose, pas pareil. Pas pareil, ouais. Et ça, c'est insupportable pour un enfant parce que c'est injuste. C'est la première injustice qui existe. Maintenant, Yehuda accepte ça. Alors regardez comment c'est extraordinaire. On a dit depuis le début, Ish Yehudi, la première présentation de Mordechai, un homme, Yehudi. Yehudi ne veut pas dire juif. Veut dire judéen. La Judée-Samarie. Il vient du royaume de Juda. Aya Beshushan Ebera, il habitait en Judée. Où Shmo Mordechai, il s'appelle Mordechai ben Yair ben Shimi ben Kish, fils Ish Yemini. Il habitait en Judée, dans le royaume de Judée, de Yehuda, et c'est un descendant de Binyamin. Ok? D'accord? Il descend de Rachel, lui. Esther et sa femme descendent aussi de Rachel. Maintenant, le décret d'extermination d'Ira Forman était un décret qui s'appliquait sur les Yehudim, c'est-à-dire les Judéens. C'est que stricto sensu, ni Mordechai, ni Esther, ni toute la micro-tribu de Binyamin, descendants de Binyamin, n'étaient concernés par le décret d'extermination. Ok? Donc eux, ils étaient à l'extérieur de la menace. Maintenant, que fait notre cher Mordechai? On s'est posé la question, mais pourquoi tu es tellement péremptoire à son égard? Je retourne la page, je vais dans l'argumentaire de Mordechai. Il dit, donc il dit, tu dois y aller, car si tu persistes le silence à l'heure où nous sommes, la délivrance et le salut surgiront pour les Juifs d'autre part. Nous, on a un plan B. Mais tu sais quoi? Mais si toi, c'est pas toi qui fais, si on doit prendre le plan B, toi et la maison de ton père, vous périrez. Vous avez tout perdu. Vous savez pourquoi? Parce que tu sais quoi? Historiquement, il y a un enfant de Léa qui s'appelle Yehuda qui a été capable de se mettre totalement entre parenthèses devant l'inacceptable
et venir défendre le fils de Rachel, qui s'appelle Binyamin. L'histoire t'offre une chance incroyable, tu es une descendante de Rachel. Et je vais te demander de te mettre totalement entre parenthèses pour sauver les enfants de Léa. Il y a un ascenseur incroyable que la providence t'amène. Tu peux le prendre quand tu peux pas le prendre. Si tu le prends pas, At ou Betavir Tovedou, toi et la maison de ton père, ça veut dire c'est toute Rachel qui va se retrouver dans sa tombe parce que finalement, elle aura raté l'occasion historique de pouvoir rembourser à Yehuda ce qui a été mis en place, donc Yosef, ce qui a été mis en place par Yehuda. Et donc, il vient lui dire de façon extraordinaire, At ou Betavir Tovedou, toi, tu vas on va rater le coche de l'histoire. C'est le moment ou jamais où on va pouvoir réunir les fratries. Il n'y a plus de Benjamin et de Yehuda, on va réunir ça. Ça, c'est ce qu'il lui propose. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Vous comprenez pourquoi. Le point 6. Maintenant, regardez un petit peu comment c'est extraordinaire. Qui Mordechai, on avait dit la dernière phrase, on n'a pas très bien compris pourquoi on a eu besoin de la dire à voix haute. Pourquoi on a besoin de ces 2 chapitres et demi. Regardez comment c'est extraordinaire. La dernière phrase qu'on va lire et qu'on va lire à voix haute est la suivante. La réconciliation sur Mordechai. Qui Mordechai et Yehudi, Mordechai qui vient de Judée, Mishneh la mère numéro 2 du royaume, Vegadol à Yehudim, il est grand parmi les Judéens, Veratsui les Rav, il est accepté par la plupart de ses frères, Doresh Tov le Hamo, il recherche le bien de son peuple, Vedover Shalom le Cholzaro, il parle de paix à toute sa race. Il a créé un climat de paix et c'est la première fois qu'intervient le concept de juif. Pas en tant que Judéen, mais en tant que juif, réunissant toutes les pans des tribus. Maintenant, regardez comment c'est extraordinaire. Donc, le point de clôture, c'est Dover Shalom Lechol Zaro. Il parle de paix à toute sa race. Comment a commencé la lutte intestine entre les frères de Yosef et Yosef? Vaïrou et Rav, ses frères, voyant que leur père l'aimait de préférence à eux tous, le prirent en haine. Velo yachlou dabero les Shalom. Ils n'arrivaient pas à parler de façon sous forme de paix. On a un point de départ qui s'appelle la scission des descendants de Rachel et de Léa qui va trouver son lieu de colmatage à cette époque. Et c'est la première fois dans l'histoire juive qu'on va enfin réunir les frères. C'était impossible. Caïn et Avel, c'est la kata. Yitzhak et Ishmael, c'est la kata. À chaque fois, on a des problèmes. Yosef et Séphar, c'est la kata. Et on a un point. Et c'est la raison pour laquelle cette fête est une fête qui est basée sur la solidarité juive. C'est la fête dans laquelle on est censé prendre en charge les inégalités entre les juifs. Matanot la Evionim. Tu peux pas laisser des pauvres comme ça, donc tu dois leur donner. Mishloach manot ishlereo, tu dois aussi créer du ciment autour de tes voisins. Très souvent, on se fight avec les voisins, je parle des voisins juifs. Les postes qui disent, voilà, les Mishloach manot, c'est pas tes copains. C'est les personnes avec lesquelles tu t'es brouillé, et c'est l'occasion ou jamais de pouvoir créer un tissu de shalom. Ça, c'est ce qui est mis en place. On essaie d'abolir toutes les fractures qui existent à l'intérieur du peuple juif. On sait à quel point ça a coûté extrêmement cher, à quel point en fait il y a un mouvement extraordinaire qui se passe actuellement. Ce mouvement, c'est l'esprit de Purim. Purim, c'est le moment où jamais où le peuple juif a décidé de se réunir et de colmater toutes les brèches qui ont pu exister. Ça, c'est le point essentiel. Donc c'est comme ça dévoile Raforman. Il faut comprendre un petit peu maintenant toutes les questions qu'on a posées, le rôle étrange de chacun des personnages, les choses qu'on a pu dire à voix haute, la durée bizarre de ces 2 chapitres et demi en trop, qui sont tout simplement le début de la Megillah, parce que tout commence à ce moment-là, et enfin, toutes les l'intertextualité entre l'histoire de Yehuda et de Binyamin, l'histoire de Yehuda et Yosef, versus l'histoire de Mordechai et le reste du peuple, Mordechai et Esther et le reste du peuple juif. Voilà un petit peu ce qui s'est passé dans cette Megillah. Désolé d'avoir un petit peu débordé. C'est Shabbat Shalom et pour Sameach. On se verra la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Ah oui, magnifique. Ah, tu l'as, merci beaucoup.